Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos du préparatoire France Prep, qui a pour enjeu de vous aider à tout savoir sur la PIF. Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder comment poser un diagnostic de PIF. Le visage clinique de la PIF varie selon la distribution des lésions de vasculite, surtout dans la forme humide, ou pyogranulomateuse, surtout dans la forme sèche. Gardez à l'esprit que ces deux formes se chevauchent et que les signes cliniques peuvent évoluer avec le temps. Nous parlerons donc ici du diagnostic de PIF avec épanchement ou de PIF avec ce signe neurologique ou avec signe oculaire et enfin du diagnostic de PIF non spécifique. Alors, pour ne rater aucun sujet autour de la PIF, retrouvez toute la série de vidéos et toutes les actualités sur la PIF sur l'espace adhérent du site internet de France Prep. La PIF humide représente jusqu'à 80% des cas rapportés dans certaines études. Comme dans toutes les formes de PIF, certains signes non spécifiques peuvent être présents comme la fièvre, la léthargie, l'anorexie et l'amaigrissement ou le retard de croissance. La fièvre survient dans un peu plus de la moitié des cas et semble plus fréquente dans les PIF humides. Elle est souvent fluctuante et réfractaire au traitement habituel. Un ictère peut être noté, plus fréquent chez les chats souffrant d'épanchement. Cet épanchement est le plus souvent péritonéal, mais peut aussi être pleural et péricardique. L'évolution clinique est dans la majorité des cas rapide par rapport aux formes sèches. Il y a donc urgence à poser un diagnostic. L'analyse de l'épanchement est essentielle au diagnostic. Un épanchement translucide, jaune et visqueux est assez caractéristique de la PIF. Il est riche en protéines à plus de 35 grammes par litre, avec un test de Rivalta positif et faible en cellules nucléées. Un ratio albumine sur globuline de l'épanchement inférieur à 0,4 est indicateur de PIF. Une RT-PCR quantitative peut être envoyée sur le liquide pour rechercher le coronavirus. Sa sensibilité n'est toutefois pas parfaite, puisqu'en l'absence de nombreux monocytes et macrophages infectés, la PCR peut être négative. Des signes nerveux peuvent être liés à des changements focaux, multifocaux ou diffus dans le cerveau, la moelle épinière et les méninges. Cela concerne 30% des cas de PIF. Parfois, seuls ces signes nerveux sont présents, comme une ataxie, une hyperesthésie, un nystagmus, des crises convulsives, des changements de comportement et des déficits des nerfs crâniens. Un syndrome vestibulaire central est aussi possible. La ponction de liquide céphalorachidien est essentielle au diagnostic de PIF nerveuse. La quantité de protéines ou protéinorachie marquée lors de PIF peut parfois rendre le LCR visqueux et difficile à ponctionner. Une pléiocytose est souvent marquée, constituée de neutrophiles et ou de lymphocytes. La RT-PCR quantitative peut là aussi être utilisée avec une bonne sensibilité de 90% et une bonne spécificité de 96%. Certains cliniciens utilisent la recherche d'anticorps sur le LCR, mais la sensibilité n'est que de 60%. Lorsque les conditions techniques et l'état du patient le permettent, l'imagerie par IRM permet de montrer une hydrocéphalie obstructive, une prise de contraste périventriculaire, méningée et épandymale, une syringomyélie et une hernie foraminale. Les signes d'appel d'une PIF peuvent être oculaires, avec le plus souvent une uvéite unie ou bilatérale. Les signes cliniques incluent alors un changement de coloration de l'iris, une anisocorie, une cécité brutale et un hyphéma. L'examen ophtalmologique met en évidence une choriorétinite, des signes de vasculite rétinienne, un décollement de rétine ou des anomalies du vitré. Chez ces patients, la RT-PCR sur l'humeur aqueuse peut être intéressante. Les anomalies biochimiques classiques ne sont pas toujours présentes sur des PIF aussi circonscrites chez les formes nerveuses ou oculaires. La PIF est plus difficile à diagnostiquer en l'absence de liquide à ponctionner, d'autant que dans les formes sèches, la fièvre, l'anorexie, l'abattement et la perte de poids peuvent être les seuls signes inquiétants. L'évolution de ces patients est en plus souvent chronique, progressant sur des semaines à des mois. Le diagnostic définitif nécessiterait le prélèvement de biopsie des organes touchés pour un examen histo- et immunohistologique. Mais étant sous anesthésie, ils sont difficiles à réaliser chez un chat débilité par la maladie. D'autres indices biologiques peuvent être utilisés pour suspecter la PIF. L'hématologie peut donner quelques éléments, comme une légère anémie non régénérative, une microcytose ou une neutrophilie. La biochimie, par contre, est capitale. On peut suspecter une PIF chez un chat présentant une hyperbilirubinémie, mais aussi une hyperglobulinémie avec un ratio albumine sur globuline inférieur à 0,4. S'il est supérieur à 0,6, la PIF est peu probable. L'électrophorèse des protéines sériques montre souvent un pic en gamma.
Un autre paramètre intéressant est le dosage de l'AGP pour alpha-1-glycoprotéine acide. L'AGP n'est pas spécifique de la PIF, mais à 1500 microgrammes par millilitre, la PIF est probable. J'espère que vous êtes désormais à jour des dernières actualités sur la PIF. Alors surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur le site france-prep.com, dans l'espace adhérent ou sur la chaîne YouTube France Prep. À bientôt!